Les sommets déchiquetés des montagnes enneigées se dressaient comme des dents d'ivoire sous un ciel de plomb, là où le vent hurlait des complaintes éternelles à travers les cols étroits. Dans ce royaume de givre et de roc, une loi plus ancienne que les pierres elles-mêmes dictait chaque mouvement et chaque souffle, la hiérarchie rigide de la meute. Au centre de cet équilibre précaire se tenait Fenris, l'alpha vieillissant dont la silhouette imposante commandait le respect par sa seule présence. Sa fourrure grise, parsemée de cicatrices gagnées lors de 1000 batailles pour la survie, témoignait d'une sagesse acquise au prix du sang et de la discipline. Fenris était le gardien sacré du code de silence, un serment ancestral qui exigeait que les secrets, les faiblesses et les mouvements du clan ne franchissent jamais les frontières invisibles de leur territoire. Pour lui, la meute n'était pas seulement une famille de prédateurs, c'était une forteresse vivante dont les remparts étaient faits de loyauté et de discrétion absolue. Chaque membre connaissait sa place et chaque battement de cœur devait être au service de la collectivité, car dans ces hauteurs hostiles, l'individualisme était synonyme de mort certaine. À ses côtés, toujours présent comme une extension de sa propre volonté, se trouvait Elias. Second de la meute et frère de cœur de Fenris, Elias incarnait la loyauté dans sa forme la plus pure. Leur lien s'était forgé dans les épreuves les plus sombres du passé, créant une confiance mutuelle que rien ne semblait pouvoir ébranler. Elias était les yeux et les oreilles de Fenris, celui qui veillait à ce que l'ordre règne parmi les jeunes loups impétueux. Ensemble, ils formaient le pilier central sur lequel reposait la sécurité de tous les leurs. Cependant, cet hiver-là était différent de tous ceux que les anciens avaient reconnus. Un froid sans précédent s'était abattu sur les montagnes, figeant les rivières jusqu'au fond de leurs lits et chassant le gibier vers des vallées lointaines et inaccessibles. La famine commençait à creuser les flancs des loups, et dans leurs regards autrefois fiers, on voyait désormais briller l'éclat désespéré et dangereux de la faim. Les ressources vitales devenaient des trésors si rares que les lois les plus sacrées commençaient à peser lourdement sur les épaules des plus affamés. Un matin, alors que la brume givrée s'accrochait encore au sapin noir comme un linceul, Fenris ressentit un trouble profond qui fit dresser les poils de son échine. En parcourant les limites nord de leur domaine, ses sens aiguisés captèrent une odeur qui n'aurait jamais dû se trouver là, le parfum musqué et étranger d'un membre d'une meute rivale. Pourtant, aucune des sentinelles postées sur les crêtes n'avait donné l'alerte. Le silence des guetteurs était plus inquiétant que l'intrusion elle-même. Comment un étranger avait-il pu s'approcher si près du cœur de leur territoire sans être signalé par ceux dont c'était la mission unique? L'absence de réaction de ses propres guerriers sema une graine de doute brûlante dans l'esprit de l'alpha. Fenris observa ses loups au retour de la patrouille, cherchant une trace d'hésitation, une lueur de culpabilité ou un détournement de regard, mais tous semblaient s'en tenir à leur routine habituelle, protégés par ce code de silence qu'il avait lui-même érigé en dogme. Le doute se transforma rapidement en une certitude glaciale dans le cœur de Fenris. Il sentait, avec l'instinct infaillible des vieux chefs, que quelqu'un au sein même de son cercle intérieur avait communiqué avec l'ennemi. La trahison était une fissure dans la forteresse, une menace plus létale que le froid ou les crocs des rivaux. Avant de poursuivre ce récit, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. La tension au sein de la meute était désormais palpable, comme une corde tendue à l'extrême, prête à rompre au moindre choc. Fenris ne pouvait ignorer le sentiment que l'ombre de la trahison s'était glissée parmi ses frères de sang. La preuve irréfutable de cette corruption ne tarda pas à se manifester de la manière la plus révoltante qui soit. En s'enfonçant seul dans une combe reculée du sanctuaire, loin des chemins battus, Fenris découvrit les restes d'une proie fraîchement dévorée en secret. Des os brisés et des lambeaux de chair gisaient dans la neige immaculée, maladroitement dissimulés sous des branches de pin. Ce n'était pas l'œuvre d'un prédateur solitaire, mais le signe indubitable qu'un membre de la meute volait la nourriture du groupe pour se repaître seul dans l'ombre, tandis que les louveteaux et les anciens dépérissaient chaque jour davantage. Ce reste de repas était une déclaration de guerre contre l'unité du clan et une violation directe du code de silence. Le traître n'était plus une simple hypothèse. Il était une réalité dévorante,
niché au cœur même de la meute. Fenris, immobile comme une statue de granit sculptée par le blizzard, laissait le silence devenir son arme la plus affûtée. Dans le sillage de la découverte macabre des restes de proie, il ne convoqua aucune assemblée immédiate, ne poussa aucun grognement d'avertissement. Au lieu de cela, il commença son enquête silencieuse. Une traque invisible menée non pas à travers les forêts de pins, mais dans les replis de l'âme de ses propres guerriers. Ses yeux ambrés, d'une clarté presque surnaturelle, pesaient sur chaque loup revenant de patrouille. Il cherchait cette infime hésitation dans le port de tête, ce tressaillement de l'oreille ou ce regard qui se détournait une fraction de seconde trop vite. L'atmosphère au sein du clan s'était muée en une chape de plomb. Le code de silence, autrefois bouclier protecteur, devenait une prison où chacun s'emmurait dans ses propres soupçons. C'est dans ce climat de paranoïa naissante que la figure de Kael commença à se détacher du groupe avec une acuité troublante. Kael était l'image même de la force brute et de la jeunesse impatiente. Ses muscles puissants et sa fourrure d'un noir d'ébène tranchaient avec la grisaille de l'hiver. Mais c'était son esprit qui le séparait réellement des autres, frustré par les restrictions de Fenris qu'il jugeait obsolètes et affaibli par une famine qu'il imputait à la prudence excessive de l'alpha. Kael nourrissait une ambition dévorante. Pour lui, la survie ne passait plus par l'unité sous les vieilles lois, mais par une refonte totale de l'ordre établi, quitte à pactiser avec l'ombre. Il voyait en Fenris un vestige d'un passé révolu, un obstacle à la grandeur qu'il estimait méritée. La trahison n'était pas pour lui une honte, mais une stratégie nécessaire pour s'allier à la meute rivale. Promettant de livrer les secrets du sanctuaire en échange d'un trône de sang et de promesses de nourriture abondante. Elias, dont le rôle était de maintenir la cohésion, ne restait pas aveugle à ces changements. Un conflit émotionnel dévastateur commença à lacérer son cœur. Il avait été le mentor de Kael, celui qui lui avait appris à lire les pistes et à respecter le chant du vent. Il aimait ce jeune loup comme le fils qu'il n'avait jamais eu, et voir les signes de sa dérive était un supplice quotidien. Elias percevait les apartés de Kael avec certains jeunes du clan, les murmures séditieux qui s'arrêtèrent brusquement dès qu'il approchait. Pourtant, il hésitait. Dénoncer Kael à Fenris revenait à signer son arrêt de mort ou son exil définitif dans un hiver meurtrier. Cette indécision, ce silence coupable d'Elias, commençait à créer une faille dans la loyauté absolue qu'il devait à son alpha, une fissure par laquelle la discorde et l'obscurité pouvaient s'engouffrer. L'incident déclencheur survint lors d'une chasse désespérée sur les pentes verglacées du versant nord. La meute, affamée et à bout de nerfs, avait repéré un grand cerf affaibli par le froid. Le plan était simple, rodé par des générations de prédateurs, mais au moment crucial de l'encerclement final, Kael ne ferma pas le cercle à temps, feignant une glissade sur le givre. Dans la confusion qui suivit, le cerf, acculé, se débattit avec une violence inouïe. Un loup respecté, un vétéran des campagnes de printemps, fut frappé de plein fouet par un sabot meurtrier. Sa chute brutale dans le ravin marqua la première mort inutile que la meute subissait depuis des années. Le silence qui suivit le craquement des os fut plus lourd que le gel. La méfiance, désormais empoisonnée par le deuil, commença à diviser radicalement les rangs entre les anciens fidèles et les jeunes révoltés. L'unité nécessaire à la survie volait en éclats sous les yeux impuissants de Fenris. L'isolement devint la norme. On ne partageait plus les nouvelles, on ne se pressait plus les uns contre les autres pour se réchauffer durant les nuits polaires. Chaque loup était désormais une île de doute, entourée d'un océan de froid. Le dénouement de cette tension éclata une nuit sans lune, alors que le vent s'était enfin tu sur les crêtes. Elias, incapable de trouver le repos et tourmenté par ses soupçons, suivit une intuition sombre jusqu'à la limite extrême du territoire, là où les sapins se raréfient pour laisser place aux abîmes. Tapi dans l'ombre d'un rocher, il vit Kael, immobile à la frontière, le regard fixé sur la forêt obscure qui s'étendait en contrebas. Alors que le silence était absolu, Kael émit un sifflement bas, presque inaudible, bientôt suivi par le reflet fugace d'un signal visuel, venant des profondeurs des bois ennemis. Kael échangeait avec les ombres de la meute rivale, scellant un pacte qui promettait la chute de Fenris et le sacrifice de tout ce qu'ils avaient juré de protéger.
Fenris ne dit pas un mot, pendant qu'il guidait Kael vers les profondeurs de la grotte des murmures, un renfoncement rocheux où le vent ne s'engouffrait que pour se transformer en un sifflement lugubre. La tension entre les deux mâles était électrique, une collision imminente entre deux époques. Kael marchait avec une arrogance feinte, mais ses griffes crissaient nerveusement contre la pierre gelée. Une fois isolé, loin des oreilles indiscrètes du reste de la meute, Fenris se tourna, ses yeux brûlants d'une sagesse glaciale qui semblait lire à travers les mensonges du jeune loup. Il n'y eut aucun rugissement, seulement une question posée avec le poids des siècles. Pourquoi les ombres de la forêt ennemie répondent-elles à ton appel? Kael, au lieu de se soumettre, utilisa le code de silence comme un bouclier pervers. Il affirma que ses actions à la frontière n'étaient que de la reconnaissance, une initiative nécessaire face à l'inertie de l'alpha. Avec une habileté venimeuse, il manipula les préceptes de la meute, suggérant que le silence imposé par Fenris servait à cacher sa propre incapacité à nourrir les siens. Pour Kael, le mensonge n'était qu'une extension de la survie. Il défiait l'alpha non par la force physique, mais en empoisonnant la vérité, affirmant que le véritable traître était celui qui laissait sa famille dépérir au nom de vieilles traditions poussiéreuses. Le face-à-face se termina sans sang, mais avec une rupture morale irrémédiable au sein du commandement. Pendant ce temps, dans le campement principal, les graines de la sédition commençaient à germer. La faim n'est pas seulement un vide dans l'estomac, c'est un acide qui ronge la raison. Certains jeunes loups, séduits par les promesses de vigueur et d'abondance de Kael, commençaient à se regrouper en petits cercles fermés. Ils ne partageaient plus leurs pensées avec les anciens. La loyauté, autrefois le pilier indestructible du clan, devenait une monnaie d'échange. Le code de silence, conçu pour protéger la meute des prédateurs extérieurs, était désormais détourné par les mutins pour conspirer dans l'obscurité, créant une fracture invisible mais profonde entre ceux qui honorèrent le passé et ceux qui exigeaient un futur, quel qu'en soit le prix. Elias assistait à cette déchéance avec une impuissance dévorante. Son dilemme était une torture quotidienne. D'un côté, son lien sacré avec Fenris, son frère de sang et son alpha, de l'autre, son affection pour Kael, qu'il avait façonné de ses propres mains. Il voyait bien que Kael sombrait dans une ambition corrompue, mais une part de lui espérait encore une rédemption miraculeuse. Il se demandait si les critiques de Kael n'avaient pas une once de vérité. La rigueur de Fenris était-elle devenue une forme de cruauté involontaire? Cette hésitation pesait sur ses épaules comme une montagne de glace. Elias restait figé dans une neutralité paralysante, ignorant que son silence personnel ne faisait qu'alimenter le chaos qui menaçait de tout balayer sur son passage. La dégradation morale atteignit son paroxysme lorsqu'un membre de la meute, Lycaon, discret et observateur, surprit Kael en train de dissimuler un message destiné aux rivaux. Lycaon, animé par une loyauté pure, tenta de s'éclipser pour prévenir Elias, mais son mouvement trahit sa présence sur la neige croûtée. Dans la pénombre des sapins givrés, Kael le rattrapa. La confrontation fut brève et brutale. Pour Kael, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le témoin devait disparaître pour que le grand dessein s'accomplisse. Le code de silence fut appliqué ici de la manière la plus violente et la plus définitive qui soit. Le silence éternel imposé par les crocs. Le lever du jour apporta avec lui une lumière crue et impitoyable sur le sanctuaire. Sur la neige immaculée, à la lisière du territoire, le corps sans vie de Lycaon fut découvert. Sa fourrure était souillée d'un rouge écarlate qui tranchait avec la pureté de l'hiver. Ce n'était pas l'œuvre d'un prédateur étranger. Les marques étaient claires, celles d'un des leurs. Ce crime brisait le dernier tabou sacré de la meute. Le sang d'un frère avait été versé non pas pour la survie commune, mais pour protéger un mensonge individuel. Alors que la meute se rassemblait en silence autour de la dépouille, un frisson collectif parcourut les rangs. Fenris regarda Kael fixement, et Elias comprit enfin que son indécision avait coûté une vie innocente. Le point de non-retour était franchi, et l'odeur de la mort annonçait une tempête que personne ne pourrait plus éviter. L'obscurité des cimes semblait s'épaissir à mesure que les membres de la meute convergeaient vers le sanctuaire naturel du cercle de jugement. C'était un lieu où la pierre elle-même paraissait imprégnée des lois de leurs ancêtres, un amphithéâtre de glace où les secrets ne pouvaient plus rester enfouis.
Sous la lumière implacable de la pleine lune, qui transformait la neige en un linceul d'argent froid, chaque loup se plaça selon son rang, formant une barrière de chair et de fourrure autour des protagonistes de ce drame. Au centre, le silence était plus qu'une absence de bruit. C'était une entité pesante, presque physique, qui pressait contre les poitrines. Fenris, dominant la scène du haut d'un promontoire rocheux, observait ses sujets avec une tristesse infinie, dissimulée sous un masque de sévérité alpha. Devant lui, le corps sans vie de Lycaon était une preuve irréfutable, une tache de pourpre sur la pureté de l'hiver qui hurlait la trahison sans émettre un seul son. Fenris prit la parole, et sa voix, basse mais portant avec la force d'un vent de tempête, déchira l'air cristallin. Il ne s'agissait pas d'une simple dispute territoriale, mais d'un procès pour l'âme même de leur espèce. L'alpha exposa les faits avec une précision chirurgicale, détaillant le vol systématique des maigres réserves de nourriture qui auraient dû assurer la survie des plus faibles, et la conspiration occulte tissée dans l'ombre avec la meute rivale. Il expliqua comment Kael avait transformé le code de silence. Autrefois leur plus grand rempart contre le monde extérieur, en un voile pour dissimuler ses ambitions empoisonnées. Chaque mot de Fenris tombait comme une pierre dans un puits profond, réveillant des échos de crainte et de colère parmi les anciens qui voyaient en cet acte le sacrilège ultime contre la survie collective. Cependant, Kael, loin de se recroqueviller sous le poids de l'accusation, fit un pas en avant, les crocs légèrement découverts dans un rictus de défi. Sa défense fut un coup de poignard porté directement à l'autorité de Fenris. Il s'adressa aux jeunes loups, ceux dont les flancs étaient creusés par des mois de privation. Il accusa Fenris d'être le véritable architecte de leur ruine. Pour lui, le respect aveugle du code de silence n'était qu'une excuse pour masquer la faiblesse d'un meneur qui ne savait plus chasser. Il affirma que la famine était le seul héritage que Fenris leur laissait, et que sa trahison était en réalité une tentative désespérée de sauver la meute par une alliance pragmatique avec les plus forts. Il peignit le portrait d'un alpha vieillissant, incapable de s'adapter, préférant voir ses frères mourir de faim en silence plutôt que de remettre en question les dogmes poussiéreux du passé. La tension dans le cercle devint insupportable, divisant les cœurs entre le respect du vieux code et l'instinct primaire de survie. Le poids des lois ancestrales vacillait sous l'assaut rhétorique du jeune usurpateur. Le code de silence stipulait que celui qui trahissait la meute trahissait la vie elle-même, mais Kael prétendait que la vie avait déjà été trahie par l'inaction. C'est dans ce moment de flottement périlleux qu'Elias sortit enfin de sa réserve. Le second de la meute, celui qui avait tant lutté contre ses propres déchirements internes, s'avança avec une détermination nouvelle. Ses yeux, habituellement empreints de doute, brillaient désormais d'une lueur froide et tranchante, celle de la vérité retrouvée. D'une voix dépourvue d'émotions superflues, Elias apporta le témoignage final qui scella le destin de Kael. Il décrivit avec précision les signaux échangés à la frontière, les murmures entendus dans le vent et la duplicité absolue de celui qu'il avait autrefois considéré comme son propre frère de cœur. Il révéla que Kael ne cherchait pas la survie de tous, mais son ascension personnelle, prête à sacrifier l'intégrité du territoire pour une promesse de pouvoir offerte par l'ennemi. En brisant son lien avec Kael devant toute la meute, Elias ôta au traître son dernier rempart de crédibilité. Le silence qui suivit fut celui d'une sentence déjà écrite dans la chair et la neige. Fenris, reprenant toute sa stature imposante, prononça alors le verdict définitif. Selon la loi immuable, la punition pour une telle infamie ne connaissait que deux issues. L'exil définitif vers les terres désolées où aucun loup ne survit seul, ou le combat immédiat à mort contre l'alpha. Le choix appartenait à Kael, mais déjà, l'air semblait se raréfier autour de lui. Juste au moment où le traître s'apprêtait à répondre, un changement brutal s'opéra dans l'atmosphère. À l'horizon, sur les crêtes escarpées entourant le sanctuaire, des dizaines de pères d'yeux luisants apparurent soudainement. Un hurlement collectif, étranger et menaçant, monta de la forêt obscure. La meute rivale n'attendait plus les signaux. Elle était là, appelée par Kael, comme un dernier recours pour éviter son châtiment. Les hurlements qui déchiraient soudainement la nuit
n'étaient pas des appels fraternels, mais des cris de guerre barbares qui faisaient vibrer l'air gelé des sommets. Avant même que Kaël ne puisse savourer ce qu'il croyait être son moment de gloire suprême, la lisière de la forêt vomit une légion de silhouettes sombres et menaçantes. La meute rivale n'était pas venue pour négocier ou pour installer un nouvel alpha à sa botte, selon les promesses faites dans l'ombre. Elle était venue pour anéantir définitivement ce qui restait de la cohésion des montagnes et s'emparer de chaque pouce de territoire. Le sanctuaire sacré, jadis un lieu de paix et de respect pour les lois ancestrales, se transforma instantanément en un champ de bataille chaotique et sanglant. La neige immaculée fut labourée par des centaines de pattes nerveuses, tandis que l'air se saturait de l'odeur métallique du sang frais et de la sueur de peur. Fenris, malgré ses membres endoloris et le poids écrasant des hivers passés, retrouva une vigueur que beaucoup au sein de la meute croyaient éteinte à jamais. Il se fraya un chemin à travers la mêlée avec la grâce d'un vieux prédateur ignorant les morsures superficielles des envahisseurs. Ses yeux restaient fixés sur un seul objectif, Kaël. Le jeune traître, quant à lui, semblait soudainement frappé de stupeur. Il tentait de hurler des ordres aux loups rivaux, les appelant à le soutenir dans sa prise de pouvoir, mais ses soi-disant alliés l'ignoraient avec un mépris total. Pour eux, Kaël n'était qu'un outil, une simple clé de chair utilisée pour ouvrir la porte de la forteresse. Kaël comprit alors, avec une horreur glaciale, que sa trahison n'avait fait de lui qu'un pion sacrifiable. Sa quête de domination absolue l'avait conduit à une solitude bien plus profonde que celle de l'exil. La confrontation entre l'alpha légitime et l'usurpateur déchu fut d'une brutalité sauvage et sans merci. Ils s'affrontèrent au cœur même du cercle, deux forces de la nature portées par des visions du monde radicalement opposées. Fenris combattait avec la lourdeur et la certitude de la pierre millénaire, chaque coup de patte étant chargé du poids de la tradition, de la justice et de l'amour profond pour les siens. Kaël, plus agile mais totalement désespéré, utilisait sa hargne pour compenser son absence de fondement moral. Alors que le duel atteignait son paroxysme de violence, un loup, rival massif, profita de l'inattention momentanée de Fenris pour se jeter sauvagement sur lui, les mâchoires béantes, visant la gorge exposée de l'alpha vieillissant. C'est à cet instant précis qu'Elias, dont le corps était déjà marqué par les escarmouches précédentes, bondit entre son frère de cœur et l'agresseur invisible. Le choc fut terrible. Un craquement d'os et de chair qui sembla suspendre le cours du temps. Les dents acérées de l'ennemi s'enfoncèrent profondément dans l'épaule d'Elias, arrachant un hurlement de douleur déchirant qui fit vibrer les sapins alentour. Elias s'effondra lourdement, son sang pourpre fumant dans le froid mordant de la nuit, mais son sacrifice ultime permit à Fenris de se ressaisir. La fureur de l'alpha devant la blessure de son second devint alors une tempête dévastatrice. Il projeta Kaël au sol avec une puissance inouïe, le clouant sous ses griffes massives alors que la neige rougeoyante volait en éclats sous la violence de l'impact. Autour d'eux, les loups de la meute, galvanisés par l'acte héroïque d'Elias et la résilience farouche de leur chef, commencèrent à repousser les envahisseurs avec une rage renouvelée. Voyant que la désunion espérée n'avait pas suffi à briser le noyau dur de la fraternité, la meute rivale comprit que la victoire serait trop coûteuse. Ils battirent en retraite dans les ombres protectrices de la forêt obscure, laissant derrière eux leurs morts et leurs illusions de conquête facile. Le silence revint brusquement, plus lourd encore qu'avant l'assaut, seulement troublé par le souffle court et saccadé des survivants meurtris. Fenris surplombait Kaël, dont la fourrure était souillée de boue et dont le regard était désormais vide de toute ambition. Le jeune loup chercha désespérément un signe de soutien parmi ses anciens partisans, ces jeunes qu'il avait séduits par ses promesses de changement radical et de nourriture abondante. Mais il ne trouva que des yeux détournés et des grognements de dégoût profond. En voyant Elias gisant dans la neige, luttant pour chaque souffle à cause d'une trahison qu'il avait lui-même orchestrée, la meute entière comprit le prix réel du pouvoir sans honneur. Fenris se recula lentement, libérant son prisonnier. Ce n'était pas par pitié, mais pour appliquer la sentence la plus cruelle du code. Dans un mouvement d'unanimité glaçant, chaque membre de la meute tourna le dos à Kaël. Il n'existait plus pour personne. Il était devenu une ombre, un fantôme parmi les vivants que personne ne verrait plus jamais. Blessé,
Brisé et totalement seul au monde, Kael dut se traîner vers les confins du territoire, là où les ténèbres impitoyables de la forêt dévoreraient ses derniers regrets. L'aube se leva enfin sur un monde transformé, baignant les cimes déchiquetées de teintes rosées, qui juraient cruellement avec les stigmates rouges laissés sur le manteau neigeux. Le silence qui régnait désormais sur le sanctuaire n'était plus celui de l'oppression, du doute ou de la peur, mais celui d'un deuil nécessaire et d'une paix durement acquise au prix du sacrifice. La meute, bien que décimée par les combats et marquée par les crocs impitoyables de l'hiver, se tenait debout, épaule contre épaule. Chaque membre portait dans sa chair les traces physiques de la nuit sanglante, mais dans leur regard, une étincelle nouvelle, plus pure et plus ardente, s'était allumée. Le chaos de la bataille avait agi comme un brasier purificateur, consumant les rancœurs accumulées pour ne laisser subsister que l'essentiel, la volonté farouche de survivre ensemble dans cet environnement hostile. Au centre du cercle sacré, là où la neige était la plus piétinée, Elias luttait encore contre une douleur lancinante qui irradiait dans tout son flanc. Fenris, l'alpha dont la crinière majestueuse était désormais parsemée de plus de gris que de noir, restait imperturbablement à ses côtés, léchant ses plaies profondes avec une tendresse presque paternelle. Les guérisseurs de la meute, guidés par un instinct ancestral, s'affairaient autour du second, utilisant les herbes rares pour stopper l'hémorragie. Elias ne serait sans doute plus jamais le guerrier impétueux qu'il était autrefois. Sa patte postérieure resterait marquée par une raideur éternelle. Mais son rôle au sein du groupe venait de changer de dimension. Il n'était plus simplement le bras droit efficace de Fenris. Il était devenu le gardien vivant de la mémoire collective, celui dont le sacrifice exemplaire rappelait à chaque instant que la loyauté n'est pas un simple concept abstrait, mais un engagement solennel. Quelques semaines plus tard, alors que les premières lueurs d'un dégel précoce commençaient à faire craquer la glace millénaire des ruisseaux de montagne, Fenris rassembla les siens sur le grand promontoire rocheux surplombant la vallée. Sa voix, profonde et chargée de sagesse, résonna dans le silence solennel de la forêt qui s'éveillait. Il parla longuement du code de silence, expliquant avec clarté qu'il ne devait jamais être perçu comme un voile destiné à dissimuler les crimes, mais comme un bouclier sacré protégeant la fraternité contre les tempêtes dévastatrices du monde extérieur. Il expliqua que le véritable silence est la force tranquille de ceux qui agissent pour le bien du groupe sans jamais attendre de gloire personnelle. Loin de ce sanctuaire de paix, dans les franges obscures et stériles de la forêt lointaine, Kael n'était plus qu'un souvenir amer. Sans le soutien vital de la meute, qu'il avait tant méprisé par orgueil, le traître s'était éteint dans l'anonymat le plus total. Il était mort seul, non pas sous les crocs acérés de ses ennemis, mais de la pire des fins possibles, la solitude glaciale et l'oubli définitif des siens. Le printemps finit par s'imposer avec une force irrésistible, balayant les derniers vestiges d'un hiver cruel qui avait failli briser l'âme même des loups. La neige fondit pour révéler une terre noire et fertile, prête à nourrir une nouvelle génération vigoureuse. Les louveteaux, nés dans la chaleur réconfortante du renouveau, s'amusaient désormais dans les hautes herbes sous l'œil protecteur d'Elias. Souvent, le vieux second les appelait autour de lui pour leur raconter l'histoire de la grande trahison. Il leur décrivait l'ombre de Kael et la lumière de Fenris, leur apprenant que la faim du ventre est toujours plus facile à supporter que la faim dévorante du pouvoir mal acquis. Ces leçons de vie cruciales s'ancraient profondément dans leurs jeunes esprits, forgeant l'avenir de la lignée sur des bases morales bien plus solides que jamais auparavant. Fenris, sentant ses forces décliner lentement mais sereinement avec le retour cyclique de la vie, observait son vaste territoire depuis le sommet le plus haut. Il voyait la meute s'épanouir harmonieusement, les tensions d'autrefois ayant laissé place à une solidarité sans faille. Il savait que son temps sur cette terre approchait de son terme, mais il ne ressentait aucune amertume. La purge nécessaire avait été douloureuse, le prix à payer pour la vérité avait été extrêmement lourd, mais l'héritage sacré de la meute était enfin sauf. Le code de silence continuerait de régner sur ces montagnes comme un lien invisible et précieux unissant chaque loup à son frère pour l'éternité. La montagne souveraine appartenait de nouveau à ceux qui respectaient son équilibre délicat,
Et tandis que le soleil rougeoyant se couchait sur une vallée en fleurs, l'alpha laissa échapper un dernier hurlement de gratitude, un cri puissant qui fut immédiatement repris en chœur par toute la meute unie, vibrant jusque dans les racines mêmes de la terre.